en parallèle de ces points qui nous rassemblent, de ces points qui nous séparent, sur lesquels, à mon avis, il est plus pertinent de réfléchir et de discuter ensemble que de répondre à un sondage, quel qu'il soit, sommes-nous oui ou non pour dépénaliser l'euthanasie. Je perçois également, depuis 10-15 ans, une modification de l'approche de la fin de vie. D'abord, je trouve que la fin de vie, elle est de plus en plus médicalisée. C'est un paradoxe, on nous demande de la médicaliser. Très bien, on le fait. C'est-à-dire qu'on confie maintenant la fin de vie au docteur. Il ne faut pas s'étonner que les docteurs ils mettent des médicaments. C'est quand même notre métier. Elle est médicalisée, elle est institutionnalisée. C'est à l'hôpital. Même si 70% grand nombre de personnes voudraient vivre la fin de leur vie chez eux, 70% des décès ont lieu aujourd'hui à l'hôpital, en institution, peut-être aussi en EHPAD. Et comment nous, on s'organise socialement pour accompagner les personnes à domicile? Ben là, on est dans un paradoxe. J'ose le dire. On n'est pas organisé pour accompagner nos proches à domicile, et moi-même, personnellement, je ne suis pas sûr que je fasse ou que j'ai fait tous les efforts dans ce sens. Nous n'avons peut-être plus une vie aujourd'hui qui est organisée autour de cette solidarité. Après, vous avez un autre élément, c'est qu'elle est spécialisée. Alors là, la belle mort idéale, aujourd'hui, c'est de mourir avec des docteurs, à l'hôpital. Le top du top, c'est en soins palliatifs, avec des bénévoles d'accompagnement. Et alors là, vous avez la sainte mort. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a confié la mort à des spécialistes. Résultat, les soins palliatifs se retrouvent dans un débat qui ne devrait pas être le leur, qui est le débat sociétal autour du suicide assisté. C'est pas mon problème, le choix de la société. Mon problème, moi, c'est d'accompagner, de soulager des personnes qui, au terme de leur vie, présentent des difficultés, souffrent, ont des symptômes, d'accompagner les familles, ce que vous faites aussi. Ça, c'est mon problème. Mais on nous emmène dans un champ de la mort parce qu'on nous le confie. Et là, c'est un paradoxe des soins palliatifs, me semble-t-il, que de s'être enfermé dans une forme de spécialité. Autre élément, toujours dans une introduction un peu longue, mais qui, à mon avis, en dit plus qu'autre chose, c'est la question de la maîtrise. On veut tout maîtriser aujourd'hui. Je veux dire, en rigolant, il n'y a pas de chauffage, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle la mairie pour qu'ils nous mettent le chauffage. On attend le technicien. Donc, je veux dire, on est dans une mort maîtrisée. Avec un paradoxe, c'est que, à la fois l'euthanasie et le refus de l'acharnement thérapeutique, ce sont des maîtrises. On maîtrise la vie, ou la mort, mais c'est les deux faces d'une même pièce. Avec l'euthanasie, vous maîtrisez la mort en la provoquant. Avec le refus de l'acharnement, ou avec l'acharnement thérapeutique, vous maîtrisez la vie en la maintenant. Et aujourd'hui, on est capable de faire les deux. Moi, je peux vous faire, enfin en tout cas, je peux vous faire vivre. Je peux maintenir une vie quasiment ad vitam aeternam. Il n'y a plus de problèmes médicaux pour ça. Une petite assistance cardiaque, une petite dialyse, une petite assistance hépatique, puis voilà, hein. Des personnes en réanimation à 85, 90 ans, qui ont des défaillances multiviscérales, on sait faire. Techniquement, on sait faire. Faut-il le faire, c'est autre chose. Le problème de la médecine aujourd'hui, c'est pas savoir comment faire, c'est savoir faut-il faire. Parce qu'on sait faire. Donc on est dans une forme de maîtrise. Donc je résumais il y a quelques années qu'on était dans une mort qui était spécialisée, médicalisée, institutionnalisée et maîtrisée, et on nous demande de la maîtriser. Je suis en train de me demander, au regard des débats qu'on a vus, si on ne devenait pas aujourd'hui dans une forme de représentation d'une mort qui devait être également aseptisée, endormie. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, que le débat sur la sédation ne serait pas qu'un débat purement idéologique ou tactique pour échapper à l'euthanasie, ce qui est un petit peu le cas quand même, mais qui serait un courant qui s'inscrit aujourd'hui dans la société, que la mort devrait être endormie, aseptisée, et qu'on ne la voit plus. Il y a eu d'autres modèles de la belle mort. Et quand on regarde finalement ce qui se passe, nous avons toujours couru après un modèle d'un bon mourir. Tous, depuis le début des temps. Et peut-être que les sociologues nous diront dans 10 ou 15 ans, j'en sais rien, que nous avons repensé un modèle de la fin de vie, qui était un modèle maîtrisé, aseptisé,
endormi. Et là, quand on pense comme ça, on essaye à ce moment-là de prendre un tout petit peu de recul et de se dire que, voilà, on fait partie aussi de ce mouvement et que de temps en temps, même nous, on peut avoir nos petits paradoxes. Et je me demande si La Belle au bois dormant n'est pas un nouveau modèle de la fin de vie. Ça ne remplace pas le cocktail lithique, hein, mais ça tient quand même, le cocktail lithique, c'est un modèle de fin de vie. Aujourd'hui, on a peut-être le modèle morphine-midazolam. Mais techniquement, ça peut être parfait quand c'est bien utilisé. Et puis on aille dans une espèce d'utopie, je pense qu'une mort endormie va être plus facile à accompagner qu'une mort d'une personne qui communique. Ça va être compliqué. Donc on est, je crois, vers une modification un tout petit peu des représentations. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On revient à ce que je venais de dire juste avant. On appelle qui? Les spécialistes et la médecine. Pour arriver à faire ce que je veux, c'est-à-dire une mort endormie. Et aseptisée, qui ne se voit pas. Vous voyez, même dans les soins palliatifs, on voit ça. Je suis sûr qu'on pourra en discuter. On voit quelque chose traverser de ça. Et ensuite, on peut être amené à faire dire des choses qui ne se passent pas. On peut être amené à ce moment-là à dire on va endormir la sédation pour accélérer le décès. Sauf que là, c'est un paradoxe, puisque la sédation n'a jamais tué un malade. C'est pas possible. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? En 2012 et 2015, on réouvre le débat public. On réouvre le débat public. Et on a des patients, on s'est retrouvés à discuter ensemble, et on a vu des patients, on a vu des familles, il y a eu des débats, et on s'est aperçu que chacun a eu à dire quelque chose de la situation. En gros, les patients, les usagers nous ont dit 2 ou 3 choses. On continue de souffrir. Ah ouais, c'est vrai. On continue à ne pas être soulagé. Ah oui. On n'est pas écouté. Oui. Et puis, on voudrait mourir, en tout cas vivre la fin de chez nous, la fin de notre vie chez nous, et on est encore trop hospitalisé. Quand on écoutait les soignants, les professionnels, je suis assez schématique, qu'est-ce qu'ils disaient? Oui, on est d'accord, on a encore des patients qui souffrent. Oui, on est d'accord, on ne les écoute pas totalement, et puis on n'est pas suffisamment formé. Aïe. Et le législateur, qu'est-ce qu'il a dit? Le législateur, il a dit, moi en 2005, j'ai modifié la loi, avec la loi Leonetti. Et dans la loi Leonetti, on avait commencé déjà à inscrire la personne de confiance et les directives anticipées en vous donnant à vous, soignants, le devoir d'écouter les malades. Qu'est-ce que je m'aperçois en 2012, 2013, avec une forme de réticence quand même et de méfiance vis-à-vis du corps médical, c'est que vous n'avez pas fait votre job. On a encore la description d'un certain nombre de patients qui ne sont pas écoutés. Donc, d'un devoir d'écouter les patients à travers de directives anticipées dont il fallait prendre en compte, aujourd'hui, les patients ont le droit d'être écoutés avec des directives anticipées qui vont s'imposer. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Vous avez, depuis 2002, dans le cadre des soins palliatifs, développé les pratiques sédatives. Très bien. Pour soulager les patients. On vous a accompagné, notamment en modifiant le code de déontologie en 2010. Il y a des recommandations de bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a vu lors des débats publics? Que dans certaines situations, il continue à y avoir des cas où des patients ne bénéficiaient pas de cette bonne pratique. On vous avait demandé une forme de devoir de soulagement. Qu'est-ce que l'on fait le constat? C'est que dans certains cas, aujourd'hui, ce devoir n'est pas mis en place. Donc d'un devoir de soulager, on passe à un droit du malade d'être endormi dans certaines situations. Et voilà la bascule. C'est pas venu par hasard, ce passage de devoir au droit. Nous en avons, je l'ai dit plusieurs fois, collectivement, une forme de responsabilité. Au-delà du débat idéologique et sociétal. Et quand je voyais en 2014, autour de la sédation, des personnes qui disaient la sédation c'est comme l'euthanasie, je dis tant qu'à faire, à ce moment-là, on va vers l'euthanasie. Mais on va aller plus loin si on continue à porter ce discours. Les pratiques sédatives, je vais vous montrer tout à l'heure, elles datent depuis 2002.
Ça n'a rien à voir avec une pratique euthanasique. Et donc, quand nous-mêmes portions des discours de confusion autour de la sémantique des pratiques sédatives, on entretient le doute, on entretient le flou, on entretient la crainte, et on entretient la volonté éventuellement de pouvoir modifier les choses. Donc avec tout ça, on est arrivé finalement à des modifications de la loi, à des modifications du texte. Mais vous voyez, c'est pas venu... ce que j'ai appris en accompagnant l'écriture de ce texte, c'est qu'un texte ne vient pas là par hasard. Et que la source de modification est plus profonde. Et qu'aujourd'hui encore, au niveau des lois de bioéthique, on a quelque chose qui est d'une vague, d'une marée là, qui arrive, mais qui est profond. Hein, et que, quand on regarde la révision des lois de bioéthique, quasiment toutes les discussions tournent autour de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. Quasiment tout. Procréation médicalement assistée, GPA, euthanasie, suicide assisté. Utilisation des données biomédicales, les big data, c'est la même chose. Les big data, c'est on va mettre en avant l'intérêt collectif vis-à-vis de l'intérêt individuel. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses